Décembre 2007, une tempête a balayé les côtes bretonnes. En mer, les creux ont atteint une dizaine de mètres. Ce matin, dans le port de Trébeurdin, sacs et cabas sont de sortie. En fait, dans la nuit, des centaines d'ananas se sont échoués sur la grève. Une véritable aubaine à l'approche des fêtes de fin d'année. On m'a prévenu qu'il y en avait, alors je viens, c'est tout. C'est pour la saison ici, pourquoi? On a coupé les arbres il n'y a pas longtemps dans le coin, c'est pour ça. Mais là, il est arrivé, c'est providentiel ça. Hein. C'est les conteneurs qui, cette nuit qui sont crachés là. Ah ouais. Mais on attend les montres de chez Cartier maintenant là. C'est jamais, hein. C'est jamais. Aucune montre du célèbre bijoutier n'arrivera sur le littoral. En revanche, on retrouvera pendant plusieurs jours des paquets de tabac, des poivrons et du lait en poudre. En provenance de Rotterdam, le Lost Maersk vient d'accoster au Havre. C'est le plus gros port français pour le trafic de conteneurs. Ce soir, il va charger 90 de ses boîtes et en débarquer 40. Tout doit aller très vite, l'escale dure à peine 10 heures. Sur le quai, les dockers ne perdent pas une minute. Les galoches automatiques, c'est ce qu'on appelle les twist locks. Ça sert à emboîter les conteneurs les uns sur les autres pour pas qu'ils soient en désordre quand tu les poses sur le bateau. Ils sont mis les uns sur les autres, c'est pour ça qu'on a toujours l'impression qu'ils sont bien rangés. Voilà. Donc ça les solidarise, c'est ça? C'est ça, c'est le seul lien automatisé qu'ils ont quand ils se mettent dedans, ils se bloquent et du coup ils sont pour ainsi dire soudés dans les quatre coins. C'est la pression finale du conteneur sur l'autre qui le fait se bloquer. Le chargement d'un porte-conteneur, c'est un peu comme un immense jeu de Lego. Les boîtes métalliques sont empilées les unes sur les autres, dans les cales et sur le pont du navire. May-Britt, jeune officier danoise, est en pleine tournée d'inspection. Mon plus gros travail pendant les escales, c'est de vérifier que les conteneurs sont chargés correctement. Je dois aussi contrôler que les twist locks sont verrouillés et que les barres d'arrimage sont en place et prêtes pour le départ. Alan? Alan, il faut que l'on rajoute un twist lock. Malgré son air serein, la jeune femme est soucieuse. Il manque des pièces de fixation sur les conteneurs. Sans les twist locks sur les conteneurs, on ne peut pas prendre la mer. Sinon, les boîtes peuvent bouger, les piles s'effondrer les unes après les autres. Donc on a vraiment besoin de ces twist locks. Ce genre de problème, ça arrive dans certains ports plus que dans d'autres. On essaie d'avoir l'œil là-dessus pendant le chargement, mais bon, on a tellement de choses à faire qu'on ne peut pas rester là tout le temps. L'arrimage, c'est essentiel. Et c'est seulement à quai qu'on peut le faire. Une fois en mer, il est trop tard. Une cargaison désarrimée, une bonne tempête, provoque à coup sûr une situation périlleuse. Comme ici l'hiver dernier, lorsque ce cargo se retrouve en grande difficulté au large d'Ouessant. Retour à bord du Lost Maersk. Alan, le second capitaine, accueille le ship planner. C'est lui qui apporte le plan de chargement du navire. Ce document est important. Grâce aux informations qu'il contient,
Alan va s'assurer que les conteneurs, notamment les plus dangereux, ont été chargés à la bonne place. Cette disquette, c'est le chip planner qui me l'a donnée. Parce que nous, sur le bateau, on n'a pas le temps de planifier les opérations de chargement et de déchargement. Donc, c'est une personne à terre qui s'en occupe. Quand on arrive au port, elle monte à bord et ensemble, on regarde si tout est correct. Ensuite, on doit s'assurer que le bateau a la bonne stabilité. Le bateau est plein de réservoirs que l'on peut remplir avec de l'eau de mer pour avoir le bon équilibre et le bon tirant d'eau. Et pour éviter la déformation de la coque, par exemple, si on a plus de poids à l'avant qu'à l'arrière, dans ce cas, la coque peut plier. Bonjour, Capitaine Chauvelin, je passe dans le sud de la bouée 11, là, vous pouvez venir. Comme prévu, 9 heures après son arrivée, le porte-conteneur repart. Le navire va maintenant traverser la Manche, puis le golfe de Gascogne. Des marchandises doivent être livrées demain soir en Espagne. Là, on continue les recherches jusqu'à la nuit. Et à l'issue, on fait route sur l'Arsenal. Au même moment, à Brest, l'Alcyon, navire de sauvetage et d'assistance, part en mission. Direction le rail d'Ouessant, au large de la pointe bretonne. En passerelle, la traque commence. Ah oui, c'est lui, ça, pas de doute. Là, on recherche un conteneur qui a été perdu dans la nuit, je pense, de dimanche à lundi, lors du coup de mauvais temps qu'il y a eu. Là. Et donc avec le vent, il s'écarte de la côte, le vent porte au large et donc on fait un quadrillage pour essayer de le repérer là. Voilà. On nous donne des positions régulièrement, qui sont rafraîchies normalement, et aujourd'hui il n'y a pas eu de possibilité de rafraîchissement de position, ce qui fait que on a vraiment du mal à localiser ce qu'on recherche. L'Alcyon est affrété par la Marine nationale. Il assure toute l'année la sécurité des voies maritimes. En plus des 8 membres d'équipage, 3 plongeurs ont pris place à bord. Anthony est un peu anxieux. C'est sa première mission de récupération. À ses côtés, le chef d'équipe, Laurent. C'est un spécialiste de la récupération des conteneurs tombés en mer. Voilà, tiens, il est juste devant. Il a l'air de bien flotter en tout cas. Ouais. Ouais, enfin, il bouge bien aussi. Il suit le mouvement de la houle. Ouais. Une fois dessus, on ne sentira pas trop. Quoi. Bah, il faut pas être dessus. Pas être dessus ni dessous. Dès qu'il y a un coup de tabac, dès que ça commence à souffler, on sait qu'on va y aller. Forcément, on ira. Nous, on intervient essentiellement tout ce qui est par rapport au rail d'Ouessant. Ça, c'est clair que tout ce qui est ça va du sud de Pinmar au-dessus de Port-Salle, là, dans le nord de Port-Salle, bah, c'est là-dedans qu'ils les perdent. C'est là où il y a le trafic essentiel de tous les conteneurs. Le problème, c'est quand ils se rapprochent trop près des côtes, et puis c'est tous les chalutiers qui vont en pêche tous les jours, là, ou pour une semaine, c'est eux qui vont risquer de les percuter. Ouais. Chaque plongeur se prépare minutieusement, car l'intervention présente des risques. En effet, un conteneur peut peser une dizaine de tonnes. Dans l'eau, ces mouvements sont imprévisibles. Les plongeurs vont pourtant accrocher la boîte métallique à l'aide de solides câbles en acier. Tout ça en prenant garde aux parois endommagées tranchantes comme des lames de rasoir. Moi je dis aux plongeurs, tu essaies d'attraper le conteneur, mais ne pas aller en dessous. Si le conteneur monte, tu vas monter avec, s'il va redescendre, tu vas te le prendre sous la figure, et là ça va faire mal, tu n'auras pas le temps de réagir. Donc toujours rester sur le côté, mais pas en dessous. Ouais, ils sont... Ouais, ils sont... Moi j'ai vu des fois arriver sur des conteneurs qui flottaient, le temps qu'on arrive dessus, le conteneur s'est mis à couler, il est parti en 2 secondes. Donc là, si vous êtes en train de travailler dessus et qu'il part, il faut pas pouvoir être entraîné, à tout moment il peut couler. Cela fait déjà 1 heure que les plongeurs sont au travail. L'opération est plus délicate que prévu. En fait, 2 conteneurs sont attachés l'un à l'autre.
En plus, il y a des creux de 2 mètres. C'est au tour de l'Alcyon d'entrer en jeu. Grâce au puissant treuil du bateau, l'équipage va tenter de remonter la masse métallique sur le pont. Ce genre d'opération est toujours difficile. Si les câbles cassent, il faudra tout recommencer. Malgré la rupture d'un filet en acier, les conteneurs sortent enfin de l'eau. Montrons, montrons pas. Un moment en équilibre, ils finissent par se poser. Les hommes sont soulagés. Et pour Anthony, cette première s'est bien passée. On a fait avec le temps et les choses se sont bien déroulées. Donc c'est le principal. Après, suivant les conditions, ça aurait pu prendre plus de temps. Là, on a eu de la chance, on va dire. On n'a jamais monté 2 comme ça. Hein. D'habitude, on les monte toujours un par un, mais comme les twist locks, là, ils sont coincés, donc les plongeurs n'ont pas pu les tirer. Donc c'était un bon coup, quoi. Ouais, c'est un première, surtout le soir, à la nuit qui commençait à tomber. Là, c'était un peu craignos pour les gens qui sont dans le Zodiac. Maintenant, ils sont en sécurité, là, on les a mis, on les a saisis. Donc maintenant, on attendra demain matin au lever du jour pour continuer à travailler dessus. Combien de conteneurs tombent à l'eau chaque année? Les compagnies d'assurance estiment leur nombre à 10 000. Ceux-là, en tout cas, ne seront plus un inconvénient pour la navigation. En février 2007, les 5 marins de l'Éridan l'ont échappé belle. Au retour d'une campagne de pêche en Irlande, ce chalutier de 20 mètres a percuté un conteneur semi-immergé. On rentrait à la maison, on sortait de la pointe du Roi, comme on était dans la cuisine, puis quand on a entendu le choc, on croyait que c'était... On serait rentré dans un petit calotte parce qu'on avait croisé un petit calotte qui relevait ses filets. Puis après, quand on est monté pour voir, puis on a vu que c'était un conteneur qui était le long de la coque du bateau. Mais ça aurait été un bateau en bois, il y aurait eu un trou dans la coque. Même peut-être un plus petit que nous, un 14-15 mètres en fer, il y aurait eu un trou quand même dans la coque. Retour sur le Lost Maersk. Le porte-conteneur file à près de 50 km/h en direction de l'Espagne, sa prochaine escale. Le navire opère sur la ligne Europe-Amérique du Sud. 6 semaines de voyage en tout, avec à l'aller beaucoup de conteneurs vides et au retour des fruits et de la viande congelée destinés au marché européen. La mer est calme, l'équipage en profite pour effectuer quelques petits travaux extérieurs. Car à l'arrivée, pas question de faire attendre les clients. La place au port est déjà réservée, il ne faut pas rater son tour. Le commandant est sous pression. Le service est organisé de façon à ce que, enfin, on peut le comparer à n'importe quelle ligne de train, par exemple. C'est-à-dire que c'est important d'être à l'heure pour que les bateaux ne ratent pas la correspondance avec d'autres bateaux qui desservent d'autres ports. Si on n'est pas au rendez-vous, alors on peut rater la correspondance et les clients ne sont pas satisfaits. Ole Nielsen est un homme expérimenté, 35 ans de marine marchande et un regard avisé sur l'évolution du transport maritime. Il y a 30 ans, un gros bateau faisait autour de 10 000 tonnes. Enfin, il pouvait transporter 10 000 tonnes de marchandises. Aujourd'hui, un gros bateau fait peut-être plus de 100 000 tonnes. Donc, il transporte beaucoup plus de choses. Et donc, pour nous, les risques sont beaucoup plus importants. Par conséquent, les accidents sont de plus en plus graves.
Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans le journal régional. Au sommaire ce soir, le coup de colère de la préfecture maritime de Brest. De plus en plus de conteneurs sont perdus dans le golfe de Gascogne. Le laisser-aller de certains armateurs en matière de sécurité est aujourd'hui montré du doigt. Survol de la zone par avion, alerte aux bateaux, opération de repêchage des conteneurs dans des conditions éprouvantes. Et au final, un préfet maritime qui tape du poing sur la table. Si tous les camions de déménagement qui sont sur l'autoroute pour aller à Paris perdaient leurs valises, leurs armoires et leurs lits, je crois qu'on s'interrogerait. Eh bien moi je m'interroge sur tous les conteneurs qui tombent à l'eau, c'est la même chose. Laurent Mérère n'a pas oublié cette grosse tempête du mois de février 2006. En 24 heures, 4 bateaux perdent 184 conteneurs au large de la Bretagne. Une douzaine de ces boîtes sont localisées, 2 seulement seront repêchées. Ça me met en colère pour plusieurs raisons. Je ne comprends pas que des bâtiments modernes qui sont faits pour naviguer dans ces eaux-là puissent perdre une partie de leur cargaison. C'est qu'il y a un problème. Au bout de 2 à 3 mois, les conteneurs égarés finissent généralement par couler. Dans ce cas, ils ne sont plus un danger pour la navigation, mais ils peuvent toujours représenter une menace pour l'environnement. J'imagine que le fond de l'eau entre le Cap Finistère et la pointe de Bretagne doit être tapissé d'un chemin métallique de conteneurs dans lequel il y a des produits dont on ignore la réalité. On a oublié certainement qu'il y a quelques années, un bateau a perdu dans la Manche des conteneurs de lindane. Le lindane, c'est un pesticide extraordinairement toxique et un jour, on sait que ce conteneur s'ouvrira. Récemment, un commandant de navire d'une grande compagnie étrangère me racontait qu'au moment de l'appareillage, on lui avait livré des conteneurs pour un certain tonnage, il a fait vérifier les tirants d'eau en faisant les relevés à l'avant et à l'arrière, et son bateau pesait 3500 tonnes de plus que prévu. Donc on imagine la méconnaissance qu'avait le commandant de sa cargaison, à la fois peut-être du nombre de conteneurs, du poids des conteneurs et du contenu. En janvier 2007, il a fallu une nuit entière avant de connaître la composition exacte du chargement du MSC Napoli. Ce porte-conteneur menaçait de se casser en deux en plein milieu de la Manche. Il a fini par échouer sur la côte britannique. Il transportait 2318 conteneurs, dont 159 de produits dangereux. Encore une fois montrés du doigt, les transporteurs se défendent. Ils admettent perdre quelques conteneurs, mais en quantité limitée, uniquement dans des conditions météo extrêmes. Mais ces conteneurs étaient-ils bien arrimés? L'empilement de conteneurs est soumis à des règles très strictes. Des questions de stabilité entrent en jeu, de tolérance de poids admissible pour un panneau de cale. Les conteneurs sont saisis au panneau de cale par des barres de saisissage. Ils sont solidaires entre eux au moyen de twist lock. Il y a une réglementation très stricte qui est appliquée. Il y a un contrôle qui est fait à l'embarquement et ensuite un contrôle quotidien qui est fait par l'équipage avec des rondes de saisissage. Avec l'arrivée de l'informatique, on a réussi à optimiser les plans de chargement et on est certain du résultat et nous sommes toujours donc dans les normes admissibles. Encore faut-il que le matériel soit en bon état. En 2001, une étude menée dans 19 nations maritimes révèle que 31% des équipements de saisissage sont de qualité moyenne à médiocre. Pour certains, ces déficiences inquiétantes s'expliquent par une course à la rentabilité au détriment de la sécurité. Ça coûte pratiquement rien parce que quand un bateau qui porte 8000 boîtes en perd 50, vous voyez le pourcentage. Bon. En plus, il y a des assurances. Alors, c'est l'épaisseur d'un trait de crayon ou l'épaisseur d'une feuille de papier. Donc, pour l'armateur, c'est pas grand-chose, pour l'assureur non plus. Voilà, donc, pourquoi se gêner dans ces conditions? C'est ça la difficulté. Ça coûte pas cher à l'opérateur. Des opérateurs qui s'en sortent à bon compte en cas de perte de conteneurs. Les frais considérables de recherche et de récupération
sont presque toujours à la charge de l'État côtier. C'est seulement lorsque le conteneur présente un risque de pollution que l'État peut espérer récupérer l'argent dépensé. Pour les autorités françaises, le droit maritime doit être modifié. Brest, centre opérationnel de la marine. C'est ici que sont décidées les opérations de récupération de conteneurs. Il faut aller effectivement vers une évolution de la réglementation internationale, parce qu'une réglementation nationale n'y suffirait pas. Et il y a un outil qui existe, qui s'appelle la Convention de Nairobi, qui a été adoptée, je crois que c'était au mois de mai 2007, mais celle-ci n'est pas encore en vigueur. Et elle reconnaîtra la responsabilité de l'armateur, et elle reconnaîtra le droit à l'État côtier de rechercher des dommages et intérêts lorsqu'il intervient. Alors quand est-ce qu'on peut espérer une application internationale de cette convention? Lorsqu'elle aura été ratifiée par les signataires de la convention. C'est-à-dire? De l'ordre de plusieurs années. En attendant, la taille des bateaux augmente considérablement, car le trafic des conteneurs explose, plus 10% de croissance certaines années. Et comme la plupart des marchandises transportées dans le monde le sont aujourd'hui par conteneurs, les armateurs font construire des bateaux de plus en plus gros. On a très couramment des 4500 voire 6000 boîtes et on construit actuellement des porte-conteneurs de 13 000 boîtes, mais on envisage à très court terme des porte-conteneurs Malacca Max de 18 000 boîtes. Et là, moi, je crie casse-cou parce que je pense que cette taille-là n'est pas raisonnable en termes de sécurité. La course au gigantisme, je dirais que c'est un petit peu, pas une fatalité, c'est un choix qu'ont fait les armateurs. Je crois qu'il est justifié pour l'instant. Un porte-conteneur qui transporte 8000 boîtes, enfin 8000 conteneurs, est plus économique et plus protecteur de l'environnement que deux bateaux qui transporteraient 4000 conteneurs. Ramener aux conteneurs transportés, un gros bateau est pour l'instant le plus économique, le plus performant et le plus propre. À condition que le bateau, gros ou petit, arrive entier et en bon état. Dans ce cas, le chargement d'un porte-conteneur, ce sont des milliers de camions en moins sur la route. Un argument écologique qui ne doit pas faire oublier certains dysfonctionnements. Il y a une certaine compréhension vis-à-vis de la perte de cargaison. Il ne faut pas oublier qu'on n'était pas, à l'époque, on ne parlait pas de conteneurs, mais quand un bateau perdait sa cargaison, c'était du bois, c'était des bouteilles, c'était du vin, c'était du ravitaillement. Donc les populations côtières en profitaient. C'est encore le cas un peu aujourd'hui quand on trouve des ananas. Ça a été le cas récemment. Depuis quelques mois, les mises en garde commencent à être entendues par les différents acteurs du secteur. Des efforts sont faits pour prévenir les pertes, mais aussi pour mieux localiser les conteneurs. Pendant ce temps, à bord du Lost Maersk, le marathon continue. Après l'Espagne, le porte-conteneur est annoncé au Brésil dans 9 jours, si tout va bien.